very good morning to you. Bonjour, j'ai le grand plaisir de me présenter au Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale alors que nous nous réunissons virtuellement. Ce sont des moments difficiles et qui présentent une crise difficile. La crise du Covid-19 est avant une tragédie humaine qui cause des pertes de vie et une destruction importante. Je voudrais présenter toutes mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres aimés et je voudrais souhaiter bonne chance à tous ceux qui ont été affectés par le virus. C'est un choc sans précédent. Les confinements sont évidemment eu une conséquence importante économique. L'impact sur les marchés émergents et les pays à faible revenu ont été particulièrement graves. Tout au long de la pandémie, l'économie a évolué dans tout le monde entier et nombre d'économies dans le monde ont été affectés par une baisse de la demande, de faibles prix des produits de base. Et s'il y a eu des impacts disproportionnés sur des employés à faible revenu et dans le secteur informel, ce qui signifie que les familles retombent dans la pauvreté. Les confinements, les mesures de maîtrise peuvent être efficaces pour maîtriser la progression du virus. La sécurité alimentaire, notamment dans les pays en développement, ont signifié que souvent les familles pauvres ont eu faim. Et cela peut se traduire par la malnutrition et d'autres difficultés. En outre, les fermetures d'écoles, l'absence de moyens pour apprendre à distance signifie que le capital humain ne peut que se réduire et cela peut compromettre l'avenir des enfants des pays pauvres. En effet, nombre de ces enfants ne pourront pas retourner à l'école après la pandémie. Bien sûr, les gouvernements ont répondu rapidement à la crise. Au Ghana, par exemple, nous avons mis en œuvre toute une série de mesures économiques et budgétaires, comme par exemple en faisant appel à des drones pour livrer des produits alimentaires et autres produits scolaires, mais aussi pour aider les travailleurs sanitaires et pour essayer d'offrir un allègement économique à de jeunes entreprises, notamment en offrant une assistance alimentaire et des services publics gratuits. Les pays ont dû engager des dépenses supplémentaires en raison de la crise de Covid-19 et beaucoup de marchés émergents et de pays en développement. La crise a déclenché des crises de liquidité. Le FMI et la Banque mondiale ont réagi rapidement à cette crise et ont intensifié leur aide pour aider les pays à répondre à cette pandémie. Le FMI a également offert un financement d'urgence et a offert un financement pour les pays qui ont des difficultés. Il a également donné aux pays un allègement de la dette par le biais de la CCRT. Il y a également un financement qui a été offert au niveau de la santé pour répondre aux chocs socio-économiques auxquels font face les pays. Il a fallu toucher une centaine de pays. Il y a un certain nombre de facilités qui ont été mises en œuvre pour assurer que le soutien est très large et concerne tous les pays qui en ont besoin afin de répondre à leurs besoins d'urgence. La Banque est aussi partisan d'un vaccin qui pourrait être crucial, notamment pour les pays les plus pauvres. Pour compléter ces financements qui sont offerts par le FMI et par la Banque mondiale, l'initiative de suspension du service de la dette du G20 a permis d'alléger les services de la dette pour 43 pays. Je suis fier de voir que la communauté internationale a vraiment réussi à répondre à ce défi, mais le moment n'est pas encore venu de se retourner en arrière. La crise continue, la pandémie continue de se propager et les difficultés, bien sûr, augmentent car l'inégalité et la pauvreté continuent d'augmenter, notamment chez les pauvres et chez les enfants qui sont les plus vulnérables. Le rôle des deux institutions est pour offrir un soutien mondial est particulièrement crucial et ce sont des efforts qui sont louables. Mais il est encore nécessaire de mieux répondre à tous les besoins. Nous sommes dans une possibilité de réduction
nous arrivons à une période où les réductions de la pauvreté que nous avons réussi jusqu'à présent est compromise. En effet, ces impacts de la COVID-19 pourraient avoir des impacts à long terme sur les pays les plus pauvres et cela pourrait avoir des répercussions financières. Mesdames et messieurs les gouverneurs, le moment est venu d'agir. Nous devons mettre en place des politiques qui nous permettront de préserver nos acquis, mais aussi de protéger les plus pauvres et les plus vulnérables dans nos sociétés. Nous devons également poursuivre notre soutien, le soutien de la communauté internationale pour éviter que cette crise ne devienne une crise humanitaire. Alors que nous allons de l'avant, nous devons essayer de réfléchir au monde dont nous voulons après cette pandémie de COVID-19. Nous avons besoin d'une reprise qui soit durable et qui soit juste. La pandémie de COVID-19 nous a appris que les crises ne connaissent pas de frontières et que nous sommes tous ensemble et que les filets de sécurité financière doivent être extrêmement solides. Mais nous savons également que les sociétés multilatérales peuvent offrir une réponse qui est à même de toucher de nombreuses personnes et nous devons ainsi savoir que nous devons agir ensemble où cela est nécessaire. Il est important que nous maintenions l'élan alors que nous partageons ces défis et que nous trouvions des solutions à la santé mondiale, mais aussi à la prospérité mondiale et à la vigueur de nos économies. Je félicite le groupe de la Banque mondiale et le FMI qui, une fois encore, ont montré qu'ils étaient fermement attachés à la coopération économique au niveau mondial et qui nous ont rassemblés pour organiser cette assemblée annuelle de 2020. Je me réjouis d'une journée productive. Je vous remercie. À ce stade, je voudrais maintenant donner la parole à la directrice générale du Fonds monétaire international et au président du groupe de la Banque mondiale qui vont s'exprimer devant les gouverneurs. Tout d'abord, je voudrais remercier le Dr Ernest Kwamina Addison de ses excellentes remarques et de sa contribution en tant que président du Conseil des gouverneurs du FMI. En réfléchissant aux changements importants qui se sont produits dans le monde au cours de l'année passée, je me suis rendu à Bretton Woods, dans le New Hampshire, où 44 hommes ont signé nos statuts en 1944. Nos fondateurs ont dû faire face à deux tâches énormes. Tout d'abord, faire face aux ravages immédiats causés par la guerre, mais aussi de jeter les fondations d'un monde d'après-guerre qui soit plus pacifique et plus prospère. À la conclusion de la conférence, John Maynard Keynes a bien saisi l'importance de cette coopération économique internationale qui est un espoir pour le monde. Si nous pouvons continuer, la fraternité de l'homme deviendra davantage qu'une phrase, a-t-il dit. Alors que nous nous réjouissons d'accueillir Andorre, qui sera notre 190e membre, le travail du FMI témoigne justement des valeurs de coopération et de solidarité sur lesquelles la fraternité et la sororité de l'humanité reposent. Aujourd'hui, nous vivons un nouveau moment de Bretton Woods. Une pandémie qui a déjà coûté plus de 1 million de vies, une catastrophe économique qui va amputer le monde de 4,4% de sa croissance et également supprimer environ 11 000 milliards de production d'ici à l'année prochaine, mais aussi un désespoir humain sans précédent face aux bouleversements énormes et à la pauvreté qui augmente pour la première fois depuis des décennies. Une fois encore, nous avons deux énormes tâches qui nous attendent. Tout d'abord, lutter contre la crise aujourd'hui et préparer un meilleur demain. Nous savons quelles sont les mesures qui doivent être prises aujourd'hui. Une reprise économique durable ne peut être possible que si nous venons à bout de la pandémie. Les mesures sanitaires doivent rester une priorité et je vous exhorte à appuyer la production et la distribution de thérapies et de vaccins qui soient efficaces afin d'assurer que tous les pays auront accès. Je vous exhorte aussi à poursuivre le soutien économique aux entreprises, aux travailleurs
et à les aider à sortir de la crise. Nous avons vu des mesures budgétaires au niveau mondial de 12 000 milliards de dollars. D'importantes banques centrales ont gonflé leur bilan de près de 7,5 000 milliards de dollars. Ces mesures synchronisées ont empêché l'effet de rétroaction macro-financier destructeur que nous avons constaté dans les crises précédentes. Mais la quasi-totalité des pays souffrent encore, notamment les marchés émergents et les économies en développement. Et même si les systèmes bancaires ont pu répondre à la crise avec des volants de capitaux et de liquidités plus importants, il y a encore certaines banques qui sont faibles sur certains marchés émergents. Et nous devons prendre des mesures pour empêcher l'accumulation de risques financiers à moyen terme. Nous sommes maintenant devant ce que j'appellerais la longue ascension de l'économie mondiale. C'est une montée qui sera difficile, inégale, incertaine et aussi soumise à des revers. Mais c'est une montée vers le haut. Et donc, nous aurons la possibilité de faire face et de résoudre certains problèmes persistants comme la faible productivité, la lenteur de la croissance, de fortes inégalités et une crise climatique imminente. Nous pouvons faire mieux que de retrouver le monde d'avant la pandémie. Nous pouvons aller plus loin encore vers un monde qui sera plus résilient, plus durable et plus inclusif. Nous devons saisir ce nouveau moment de Bretton Woods. Alors comment? Je vois trois impératifs. Tout d'abord, les politiques économiques adéquates. Ce qui était vrai à Bretton Woods est encore vrai aujourd'hui. Des politiques macroéconomiques prudentes, de fortes institutions sont cruciales pour la croissance, pour les emplois et pour l'amélioration du niveau de vie. Et il n'y a pas de panacée, car en effet, chaque pays est différent. Il était essentiel de garder le soutien pendant un certain temps. Si nous retirons ce soutien trop tôt, nous allons pouvoir causer des dommages économiques durables. L'étape du soutien de la crise déterminera le soutien qui est nécessaire, qui devra être ciblé au fur et à mesure que la reprise aura lieu. Un cadre à moyen terme pour des politiques budgétaires et économiques plus importantes, pour doper la concurrence et la compétitivité, et aussi pour rétablir la fiabilité et la crédibilité des politiques sont absolument indispensables pour l'avenir. Cela inclut le fait que nous devons suivre de très près ce que causent ces difficultés. Nous pensons que 2021 aura des niveaux d'endettement beaucoup plus élevés. Elle pourrait arriver pratiquement à 125% du PIB dans les économies avancées, 65% du PIB sur les marchés émergents et 50% du PIB dans les pays à faible revenu. Le FMI offre un allègement de la dette à ses membres les plus pauvres et avec la Banque mondiale, nous appuyons la prolongation par le G20 de l'initiative de suspension du service de la dette. Au-delà de cela, lorsque la dette n'est pas soutenable, elle doit être restructurée sans retard. Il nous faut tendre à une transparence plus importante de la dette et aussi à une coordination plus importante. Je suis très encouragée par la discussion du G20 sur un cadre commun pour la résolution de la dette souveraine, mais aussi par l'appel que nous avons lancé pour améliorer la résolution de l'architecture de la dette souveraine avec la participation du secteur privé. Nous sommes là pour les différents pays et nous pouvons les aider. Et les politiques doivent être axées sur l'être humain. Et ça, c'est mon second impératif. Pour avoir tous les avantages d'une bonne politique économique, nous devons investir davantage dans l'être humain. C'est-à-dire que nous devons protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Cela signifie que nous devons doper le capital humain, le capital physique pour étayer la croissance. La pandémie de Covid-19 a souligné l'importance d'un système de santé qui soit solide. L'augmentation de l'inégalité et les changements technologiques rapides exigent des systèmes d'éducation et de formation qui soient solides afin d'accroître les opportunités et de réduire les disparités.
Il faut également accélérer l'égalité homme-femme, car cela peut changer la donne. En effet, pour les pays où l'inégalité est la plus importante, réduire ce fossé entre les hommes et les femmes pourrait accroître le PIB d'environ 35%. Et investir dans les jeunes, ça c'est aussi investir dans notre avenir. Ils doivent avoir accès à la santé, à l'éducation et aussi avoir accès à Internet, car en effet, ces systèmes leur permettent d'avoir accès à l'économie numérique qui est si cruciale pour la croissance à l'avenir. Il faut également élargir l'accès à Internet dans les pays d'Afrique subsaharienne de 10%. Et si cela se fait, cela pourrait augmenter la croissance du PIB par habitant réel de près de 4 points de pourcentage. Il faut qu'il y ait une inclusion numérique, car c'est un outil utile pour surmonter la pauvreté. Alors que la pandémie a montré que nous ne pouvons plus ignorer les précautions sanitaires, nous ne pouvons plus non plus ignorer maintenant les changements climatiques. Et ça, c'est mon troisième impératif. Nous devons insister sur le changement climatique car c'est un élément qui est macro-crucial. Il y a des menaces profondes sur la croissance et sur la prospérité. C'est aussi crucial pour les populations et pour la planète. Au cours de la dernière décennie, il y a eu des dégâts directs à cause de catastrophes liées au climat qui ont ajouté environ 1,3 milliard de dollars. C'est la somme que cela a coûté. Si nous n'aimons pas la crise sanitaire, eh bien, je pense que nous n'allons pas non plus apprécier les crises climatiques. Nous avons également vu que nous pouvons améliorer les choses d'ici à 2025 et nous pouvons créer des millions de nouveaux emplois. Nous avons une opportunité historique qui nous est donnée pour créer un monde plus vert, mais aussi un monde plus prospère et un monde plus riche et plus prospère. Avec les faibles taux d'intérêt, les bons investissements d'aujourd'hui peuvent donner un triple dividende demain et éviter les futures pertes, doper les gains économiques, sauver des vies et donner des avantages sociaux et environnementaux pour tous. Au FMI, nous travaillons sans relâche pour appuyer une reprise durable, de même qu'un avenir résilient. Et nous devons nous adapter à la transformation structurelle qui a été causée par l'accélération numérique, par l'économie du savoir et par la crise. Depuis le début de la pandémie, nous avons engagé environ 100 milliards de dollars et nous avons encore des ressources importantes à partir de notre capacité de prêt de 1 000 milliards de dollars. Nous allons continuer à accorder une attention particulière à l'urgence des pays à faible revenu et des marchés émergents, notamment les États fragiles, pour les aider à avoir des médecins, des infirmiers et pour protéger les plus vulnérables dans leur population. Nos mesures sans précédent n'ont été possibles que grâce au soutien généreux de nos pays membres. Le doublement des nouveaux accords d'emprunt, de même qu'une nouvelle série de dispositifs d'emprunt bilatéraux, ont réussi à préserver notre puissance de feu financière qui est si importante. Les pays membres ont également offert des contributions essentielles à notre fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes et notre fonds fiduciaire ARC. Cela a permis à nos pays à faible revenu d'obtenir un allègement de la dette, mais aussi de tripler notre financement concessionnel. Nous sommes en conversation avec nos pays membres pour doper davantage notre capacité de prêt concessionnel afin que notre panoplie de prêts puisse œuvrer en faveur du développement des capacités. Ces services du FMI qui travaillent nuit et jour ont été absolument extraordinaires pendant cette crise. Je voudrais chaleureusement les remercier, mais aussi remercier mon équipe de direction. Et je voudrais aussi remercier nos administrateurs, car en effet, ils ont été là à chaque moment au cours de ces 6 derniers mois. Je crois que le mémorial le plus meilleur que nous puissions faire à ceux qui ont perdu leur vie au cours de cette crise, c'est de revenir au conseil de Keynes, c'est-à-dire qu'il faut penser en grand pour construire un monde plus équitable, plus durable et meilleur. Notre fondateurs ont réussi à le faire et maintenant c'est à notre tour, c'est là notre moment aujourd'hui. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter mon ami et partenaire au FMI, David Malpass, de la Banque mondiale. Chairman Addison.
Président Addison, merci beaucoup de vos propos. Et merci, cher gouverneur Kristalina et chers invités distingués de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je voulais vous fournir un bilan des activités du groupe de la Banque mondiale et ce qui a été réalisé depuis les dernières réunions annuelles l'an dernier, tout particulièrement par rapport à notre riposte à la Covid-19. Il y a eu un lourd tribut exercé à cause de la Covid-19 et les personnes vivant dans les pays les plus pauvres sont sans doute ceux qui souffriront le plus longtemps et le plus tragiquement. Cette crise a plongé davantage d'économies dans une récession simultanée qu'à aucune époque par le passé. Et cela pourrait vouloir dire une décennie perdue, caractérisée par une faible croissance, l'effondrement des systèmes d'éducation et de santé publique, ainsi qu'un nouveau tour de crise de dette souveraine. Dans notre démarche, notre riposte a été globale, exhaustive, en se concentrant sur le fait de sauver des vies, en protégeant les plus pauvres, les plus vulnérables et en se concentrant sur les entreprises et les ménages, reconstruisant mieux. Je souhaiterais aujourd'hui me concentrer sur 4 des aspects les plus urgents de ce travail. Premièrement, il conviendra de redoubler d'efforts pour réduire la pauvreté et les inégalités. La Covid-19 a porté un coup sans précédent aux efforts mondiaux de mettre fin à la pauvreté extrême, lever les revenus moyens et créer une prospérité partagée. L'économie mondiale devrait reprendre et se rétablir du pire après 2021. Alors qu'il y a encore petite croissance, l'activité à l'échelon mondial devrait rester en deçà des tendances pré-pandémie pour une longue période. Dans les économies avancées, un rebond plus important en Chine que par rapport aux estimations précédentes. Cependant, dans la majorité des économies émergentes et en développement, les récessions de 2020 se sont avérées être beaucoup plus profondes. Et les redressements se sont retardés et, selon les estimations de juin, encore plus, ce qui reflète encore davantage les bouleversements provoqués par la pandémie. Les prévisions quant à la pauvreté suggèrent que d'ici 2021, encore 110 à 150 millions de personnes seront plongées dans une pauvreté extrême en vivant avec moins de 1,90 $ par jour. Avec la crise économique qui accompagne cette crise sanitaire et exacerbée par les effets du conflit armé, du changement climatique et inversant tous les gains durement acquis en matière de réduction de la pauvreté, on s'attend à ce que la pauvreté connaisse une hausse en 2020 pour la première fois depuis 1998. Il est tout à fait clair que nous faisons face à une pandémie tout à fait exceptionnelle et sans pareille. Et d'ailleurs, ces récessions et ralentissements sont bien plus profonds et beaucoup plus répandus dans les secteurs où les travailleurs sont les plus pauvres, dans les secteurs informels tout particulièrement. Et il convient à présent de fournir des flux de financement aux pays les plus pauvres. Nous avons réalisé de bons progrès par rapport à notre cible de 15 mois de 160 milliards de dollars de financement de recomplètement, surtout pour les pays les plus pauvres. Plus de 50 milliards de dollars sous forme de financement ou de dotation à faible taux d'intérêt en fournissant des ressources fondamentales pour pouvoir élargir les filets de sécurité et les systèmes de santé publique. Et grâce au soutien généreux des bailleurs de l'IDA, au cycle IDA 19 en décembre, le recomplètement des augmentations du capital de l'IFC et de la BIRD, tout cela est tout à fait conforme avec les cadres de viabilité financière agréés par nos institutions. Pour nos institutions, enfin, il nous faut aussi prendre bonne note de la perte de capital humain en cours et ce qu'il faut faire pour pouvoir le restituer. Avant la pandémie, des pays en développement faisaient des progrès significatifs, tout particulièrement pour commencer à brécher les différences entre hommes et femmes et les inégalités. À cause de la pandémie, 1,6 milliard d'enfants dans les pays en développement sont non scolarisés, ont abandonné leurs études, ce qui veut dire une perte importante et potentielle de quelques 10 000 milliards de dollars de toute une vie de gains potentiels pour ces étudiants. Les taux de la pauvreté sont également en hausse et le seront encore. Ces revers veulent dire à long terme une productivité moindre qui sera durement frappée et aussi
les problèmes de croissance en matière de revenus, cohésion sociale. Alors nous faisons tout ce que nous pouvons, nous ne ménageons plus d'efforts pour renforcer les systèmes de santé et d'éducation dans les pays, avec un soutien d'urgence pour quelques 111 pays jusqu'ici. La plupart des projets sont aujourd'hui à des stades avancés de décaissement pour l'achat de masques, d'équipements pour salles d'urgence et autres fournitures liées à la lutte contre Covid-19. Nous aidons également les pays en développement à pouvoir recevoir des vaccins et des thérapies et en mettant à leur disposition quelques 12 milliards de dollars à ces pays pour l'achat et le déploiement de vaccins contre Covid-19. L'IFC investit beaucoup dans la mise au point de vaccins par le biais d'un fonds mondial de 4 milliards de dollars. La plateforme pour la santé. Dans l'éducation, nous aidons les pays à rouvrir les écoles primaires et secondaires en toute sécurité et sûreté. Et nous ne ménageons pas d'efforts dans 65 pays pour exécuter des stratégies d'apprentissage à distance en combinant des ressources en ligne avec la radio de communauté. Nous avons des partenariats aussi avec l'UNICEF et l'UNESCO sur des cadres adéquats pour la réouverture des écoles. Troisièmement, il conviendra que nous aidions les pays les plus pauvres de façon permanente à ce que ceux-ci puissent alléger les fardeaux de leurs dettes, ce qui requerra davantage de transparence au niveau de la dette et transparence d'investissement. Combinaison de facteurs qui a mené à une dette et un surendettement dans certains pays où il n'existe pas la possibilité de faire de marge d'erreur. Lors des dernières réunions de printemps, avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, les créanciers bilatéraux au titre G20 officiel ainsi que le Club de Paris ont avalisé et endossé cette démarche qui est entrée en vigueur le 1er mai. Début octobre, 44 pays profitaient déjà de 5 milliards de dollars de remise de services de la dette. Mais il faut en faire encore beaucoup plus. Et nous avons lancé un appel à l'égard du G20 de prolonger ces activités de remise de la dette par le biais des modalités qui s'imposent en 2021, tout particulièrement grâce à des créanciers bilatéraux dans le secteur privé. Les créanciers du secteur public bilatéraux et privés ne devraient pas non plus pouvoir profiter des modalités qui sont accordées en matière de remise de la dette pour les plus pauvres. Et il conviendra surtout de coordonner des activités en matière de dette et arriver à une pleine transparence pour les pays les plus pauvres, créanciers et débiteurs sur un terrain d'égalité devront épouser ces vœux de transparence afin de pouvoir rapidement gérer les problèmes et se mettre sur la voie d'une viabilité économique à long terme. La Banque mondiale et le FMI proposent au comité de développement un plan d'action commun de réduction de la dette pour les pays de l'IDA faisant face à des situations d'endettement non viables et insupportables. Quatrièmement, il nous faut travailler main dans la main afin de faciliter les changements qui s'avèrent nécessaires pour assurer une reprise résiliente et inclusive. Et cela constituera une mesure particulièrement importante pour générer une reprise viable, pérenne. Il faudra que les économies et les personnes puissent aussi se trouver à ce rendez-vous et épouser ces activités. Surtout en se servant des compétences de l'innovation des travailleurs dans un environnement commercial qui devrait sans doute exister sur la base de connexions électroniques et moins sur les déplacements physiques. Et de manière plus générale, la Covid-19 nous a démontré, avec un effet absolument dévastateur et létal, que les frontières nationales offrent peu de protection contre certaines des pires calamités de la planète. Et il est critique que ces pays travaillent ensemble pour leur climat et les objectifs de l'environnement. Surtout dans le cadre de l'action climatique multilatérale. Au cours des 5 dernières années, nous avons fourni 83 millions de dollars d'investissements liés au changement climatique. Et je suis heureux de dire que pour l'exercice 2020, ma toute première année en tant que président de la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale a procédé à davantage d'investissements liés au climat que dans toute son histoire. Et il conviendra à présent de renforcer et d'accélérer ces travaux dans les 5 années à venir. Les défis auxquels nous sommes en but sont tout à fait
énorme. Et le fait d'avoir en même temps des défis financiers et ces perspectives, envisager 100 millions de personnes, et nous avons bien peur que celles-ci soient déjà plongées dans une extrême pauvreté, cela coûtera 70 milliards de dollars par an, tout simplement pour défaire quelques-uns des dégâts provoqués par la Covid-19 et bien au-delà de la capacité financière, d'ailleurs, du groupe de la Banque mondiale et autres agences de développement. Il est tout à fait clair que l'enveloppe sur 3 ans de l'IDA 19 de 82 milliards de dollars ne sera sans doute pas du tout suffisante pour répondre aux besoins des plus nécessiteux du monde et des pays les plus pauvres. Avec l'appui de ses actionnaires, l'IDA a adopté des mesures robustes et a chargé des ressources et des récomplétements pour l'IDA 19 afin de fournir un financement d'appoint cette année pour appuyer les efforts initiaux et afin de traiter des impacts sanitaires et économiques de la Covid. 25 milliards de dollars additionnels et de ressources additionnelles à accorder aux pays de l'IDA afin que ceux-ci puissent appuyer et accompagner le redressement et la reprise économique. Au milieu et au sein du groupe de la Banque mondiale, je me penche sur la mise au point sur la constitution de personnel sur le développement excellent et qualifié, et j'ai lancé un appel aux principaux dirigeants du groupe de la Banque mondiale, l'exercice 2020, et nous avons quelques 12 nominations de vice-présidents ou de réaffectation. Nous avons réaligné les systèmes d'administration et le personnel du groupe de la Banque mondiale afin de pouvoir tirer les programmes et les piloter de façon coordonnée en plaçant l'accent sur le savoir, les connaissances, en les mettant au centre de nos opérations. L'IFC maintient en même temps sa stratégie 3.0 qu'elle a mise au point afin d'aider les pays à créer des marchés tout en travaillant avec la MIGA pour la protection des investissements et créer des infrastructures permettant d'avoir des fondements pour une reprise économique à long terme et le développement qui s'impose. Nous sommes déterminés d'assurer le processus de responsabilisation et d'imputabilité et que nous fassions des progrès importants dans ce sens, surtout dans la mise en œuvre du panel d'inspection et sa boîte à outils pour la Banque mondiale afin de parachever l'examen et la réforme de l'ombudsman conseiller de l'IFC de la MIGA. Un certain nombre d'actions déterminées et courageuses ont été entreprises et l'on partage les expériences ainsi que les enseignements pour le plus bon des autres. Et je suis convaincu que des situations meilleures seront possibles, surtout en épousant une évolution constructive par l'intermédiaire de l'innovation, le nouveau recours de façon novatrice aux avoirs et aux atouts qui sont les nôtres, pour que les travailleurs utilisent leurs compétences de nouvelles manières et évidemment éviter toujours des fardeaux d'endettement trop excessifs. Une gouvernance et leur système peuvent vraiment et réellement faire évoluer l'état de droit dans les pays tout en permettant de se doter de modèles plus viables et plus pérennes de prospérité qui puissent extraire tous les pays et toutes les personnes de la pauvreté. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Georgieva et Monsieur Malpass. Je voudrais remercier les gouverneurs du FMI et du groupe de la Banque mondiale de l'honneur qui m'a été donné d'être président du Conseil des gouverneurs cette année. Je vous remercie de votre plein appui et de votre coopération. Je voudrais aussi apprécier ma pleine appréciation à l'égard de Madame Georgieva et de Monsieur Malpass pour avoir fait preuve de leadership et pour avoir permis de mener à bien le travail vital de ces institutions. Je voudrais remercier les secrétaires du Fonds et de la Banque, M. Ogada, et ses collaborateurs, ainsi que les services des deux institutions d'avoir organisé ces assemblées annuelles. Je voudrais également remercier les deux vice-présidents, gouverneurs du Brésil et du Koweït, et féliciter le gouverneur du Mexique qui a été sélectionné en tant que président du Conseil des gouverneurs l'année prochaine.